soit tu dors dehors, soit tu vas en maison de retraite. J'avais 87 ans. J'étais assis dans mon fauteuil, celui que j'occupe depuis des années, celui dans lequel j'ai réfléchi aux choses importantes de ma vie, aux décisions difficiles, au deuil, aux joies. Et ma fille se tenait debout devant moi et me donnait un ultimatum, comme on en donne à quelqu'un qui n'a plus rien à dire sur sa propre existence. 30 minutes plus tard, tout avait changé. Pas pour moi, pour elle. Je m'appelle Bernard, j'ai 88 ans. Et ce soir, je vais vous raconter cette matinée. Pas pour me vanter, pas pour humilier qui que ce soit, mais parce que ce qui s'est passé ce jour-là contient quelque chose d'important que je veux partager avec vous. Quelque chose sur la dignité, sur la façon dont on la protège quand on est vieux et qu'on croit que les vieux n'en ont plus besoin. Et sur la différence entre une famille qu'on a et une famille qui est vraiment là. Pour comprendre ce matin-là, il faut que je vous parle d'avant, de la façon dont les choses s'étaient construites progressivement, sans que je le voie vraiment, ou plutôt en le voyant, mais en refusant de l'appeler par son vrai nom, parce que certaines vérités sur ses propres enfants sont trop difficiles à regarder en face. Sophie, ma fille cadette, a toujours eu une relation particulière avec l'argent et les biens. Pas une mauvaise relation au sens moral du terme, une relation intense. L'argent représentait pour elle quelque chose que je n'ai jamais tout à fait compris, une forme de sécurité peut-être, ou de pouvoir, ou de reconnaissance. Elle avait bien réussi professionnellement, elle avait une belle situation, un beau appartement, une vie confortable. Mais elle regardait toujours ce que les autres avaient avec cette attention particulière qui n'est pas de la jalousie exactement, mais qui lui ressemble. Depuis la mort d'Hélène, ma maison était devenue un sujet. Une maison de plein pied dans une rue calme, que nous avions achetée ensemble il y a 40 ans, que nous avions remplie de nos vies pendant des décennies, et qui valait aujourd'hui beaucoup plus que ce qu'elle nous avait coûté. Sophie le savait. Elle connaissait les prix du marché dans ce quartier. Elle en avait parlé avec une précision qui ne s'expliquait pas par le hasard. Au début, les remarques étaient légères, que la maison était grande pour un homme seul, que l'entretien devait être lourd, que peut-être il serait plus simple de m'installer dans quelque chose de plus adapté à mon âge. Des remarques sensées en apparence, bienveillantes en surface, mais qui revenaient trop souvent et trop précisément pour être de simples préoccupations filiales. Et puis Julien était entré dans l'équation. Julien, mon fils cadet, celui que j'appelle encore le petit, même s'il a largement passé la cinquantaine. Julien qui vivait à Nantes, qui m'envoyait ses blagues nulles par message, qui décrochait son téléphone quand je l'appelais, même au milieu de sa journée de travail, qui était venu m'aider à déménager les cartons après la mort d'Hélène, sans que je lui demande, qui était resté une semaine entière pour s'assurer que j'étais installé et que je n'avais besoin de rien. Julien avait traversé une période difficile, un divorce douloureux, une restructuration dans son entreprise qu'il avait laissée sans emploi pendant plusieurs mois, des fins de mois compliquées pendant un temps. Il n'en avait jamais parlé d'abord. Il portait ça comme il portait tout, avec ses blagues et son sourire, et sa façon de minimiser les choses difficiles. C'est moi qui l'avais appris par des détails, par des silences, par cette façon qu'il avait de changer de sujet quand certaines questions arrivaient. Je l'avais aidé, pas parce qu'il me l'avait demandé, parce que je l'avais vu en avoir besoin, et que c'était mon fils, et que c'est ce qu'on fait quand on est père, et qu'on en a les moyens. Je lui avais donné ce qu'il fallait pour traverser cette période sans perdre son appartement, sans que ses enfants souffrent de sa situation. Sans condition, sans contrepartie, sans même en parler davantage une fois que c'était fait. Sophie avait su. Je ne sais pas comment,
mais elle avait su. Et à partir de ce moment-là, quelque chose dans son comportement avec moi avait changé. Une froideur nouvelle, une façon de venir moins souvent, d'appeler moins régulièrement, de répondre à mes messages avec ce minimum de mots qui dit « je réponds, mais pas plus ». Et puis les visites avaient repris, mais différemment. Avec son mari, parfois, avec cette façon de regarder les pièces de la maison en passant, de commenter les travaux qui seraient nécessaires, de mentionner des résidences pour seniors qu'elle avait visitées et qui étaient très bien, paraît-il, modernes, avec des activités, du personnel attentionné, une vraie qualité de vie. Je l'écoutais, je répondais poliment. Je ne disais pas ce que je pensais parce que je n'étais pas encore prêt à dire ce que je pensais. J'attendais, pas passivement, j'attendais en préparant. Parce qu'il y avait quelque chose que Sophie ne savait pas. Quelque chose que personne ne savait sauf mon notaire, maître Aubert, un homme de confiance avec qui je travaillais depuis des années et qui avait traité les affaires de la famille depuis la mort d'Hélène. Il y avait un document. Rédigé 2 ans après la mort d'Hélène, signé, enregistré, légalement parfait. Un acte de donation avec clause de mise en œuvre différée. Une donation qui transférait la propriété de ma maison à Julien, mais dont l'activation était suspendue à ma décision, que je pouvais déclencher à tout moment par un simple appel au notaire. J'avais préparé ce document non pas par animosité envers Sophie, pas par calcul froid, mais parce que quelque chose en moi, cette petite voix qu'on apprend à écouter quand on a 88 ans d'expérience derrière soi, m'avait dit qu'un jour il serait nécessaire, que les signaux que je voyais allaient dans une direction, et que cette direction demandait que je sois prêt. Ce matin-là, Sophie était venue seule, tôt, sans prévenir, ce qui en soi était déjà inhabituel. Elle était entrée avec ce visage fermé qu'elle avait quand elle avait décidé de quelque chose et qu'elle n'était pas venue pour en discuter mais pour l'annoncer. Elle s'était assise en face de moi. Elle avait posé ses mains à plat sur la table et elle m'avait dit qu'elle avait réfléchi, qu'elle avait parlé avec son mari, qu'ils estimaient que la situation ne pouvait plus continuer, que la maison était trop grande et trop chère à entretenir pour quelqu'un de mon âge, qu'elle avait trouvé une résidence adaptée à 40 minutes de là, que c'était très bien, que j'y serais bien entouré, que c'était la meilleure décision pour tout le monde. Je lui avais demandé, calmement, ce qu'elle entendait par la meilleure décision pour tout le monde. Elle avait évité la question. Elle avait continué à parler de la résidence, des activités, du personnel, de la sécurité, du fait que je ne pouvais pas rester seul dans cette maison indéfiniment. Je lui avais demandé si elle avait discuté de ça avec Julien. Elle avait haussé les épaules, avec cette façon de dire que Julien n'avait pas son mot à dire dans ses décisions, que c'était elle qui gérait les choses importantes dans cette famille, que Julien avait assez pris comme ça. J'avais laissé passer cette phrase. Je l'avais mise de côté pour plus tard. Et puis elle avait dit la phrase, posément, sans élever la voix, avec cette façon froide, qui était presque pire que la colère, parce qu'elle montrait qu'elle y avait vraiment réfléchi, qu'elle ne la disait pas sous le coup de l'émotion, mais parce qu'elle le pensait vraiment. Elle m'avait dit, « Soit tu dors dehors, soit tu vas en maison de retraite. » J'avais regardé ma fille. Cette femme de 55 ans, que j'avais tenue dans mes bras le jour de sa naissance, qui avait gagné un concours de poésie en primaire, et que j'avais regardé rentrer à la maison avec son poème dans la main et sa fierté dans les yeux, que j'avais aidé, soutenu, aimé pendant toute sa vie avec tout ce que j'avais. Je l'avais regardée et j'avais vu quelque chose que je n'aurais pas voulu voir. Pas une femme en colère, pas une femme blessée, une femme qui avait fait ses calculs et qui estimait que sa position était la plus forte. Elle avait tort. J'avais pris mon téléphone sur la table à côté de moi. J'avais composé le numéro de maître Aubert. Il avait décroché à la 2e sonnerie. Je lui avais dit bonjour, que j'espérais que je ne le dérangeais pas et que je souhaitais procéder à l'activation de la clause dont nous avions parlé. Il avait dit qu'il comprenait, qu'il s'en occupait immédiatement, que j'aurais la confirmation par message dans la demi-heure.
Sophie me regardait avec une expression que je n'avais encore jamais vue sur son visage. Une expression entre l'incompréhension et le début d'une inquiétude qu'elle n'identifiait pas encore clairement. Elle m'avait demandé à qui j'avais parlé. Je lui avais dit à mon notaire. Elle avait demandé pourquoi. Je lui avais dit pour activer une donation. Elle avait demandé quelle donation. Je lui avais expliqué, calmement, avec les mots simples et précis d'un homme qui a passé 38 ans à faire des chiffres et qui sait que la clarté est toujours préférable à la confusion quand les enjeux sont importants. Je lui avais expliqué qu'il existait depuis plusieurs années un acte notarié transférant la propriété de cette maison à Julien, que cet acte venait d'être activé, que dans moins d'une demi-heure, il aurait force légale complète et que cette maison ne m'appartiendrait plus. Elle appartiendrait à son frère. Le silence qui avait suivi cette explication avait une texture particulière. Pas le silence du choc immédiat de quelqu'un qui n'a pas entendu ou pas compris. Le silence de quelqu'un qui a tout compris et qui cherche la faille, l'erreur, la façon dont ce qui vient d'être dit pourrait ne pas être vrai. Il n'y avait pas de faille. Maître Aubert était un professionnel irréprochable et le document était parfait. Sophie avait commencé à parler, d'abord vite, puis de plus en plus vite, avec cette façon que les gens ont quand ils perdent le contrôle d'une situation qu'ils croyaient maîtriser. Elle avait dit que c'était illégal, que je n'avais pas le droit, que Julien avait dû me manipuler, que j'étais trop vieux pour prendre ce genre de décision seul, que son mari était avocat et qu'il saurait quoi faire. Je l'avais laissé parler jusqu'au bout, comme je fais toujours. Et quand elle avait fini, quand le souffle lui avait manqué et que le silence était revenu, je lui avais dit ceci. « Sophie, cette décision je l'ai prise seule, il y a plusieurs années, avec toute ma tête et tout mon jugement, devant un notaire qui peut en attester. Julien ne savait pas. Il ne sait pas encore à cette heure. Et cette décision n'a pas été prise contre toi. Elle a été prise pour moi, pour que ce que j'ai construit avec ta mère revienne à celui de mes enfants, qui m'a aimé sans calculer ce qu'il aurait en retour. Tu m'as dit ce matin que j'allais dormir dehors ou aller en maison de retraite. Je vais te dire ce qui va se passer vraiment. Tu vas rentrer chez toi. Et moi, je vais appeler Julien pour lui annoncer une nouvelle. » Elle était partie sans dire au revoir. La porte s'était fermée derrière elle, avec ce bruit net et définitif des portes qu'on ferme quand on n'a plus rien à ajouter. J'avais appelé Julien. Il avait répondu en quelques secondes, comme toujours. J'avais entendu dans sa voix cette façon de décrocher quand c'est moi, légèrement plus attentif, légèrement plus présent. Comme quelqu'un qui sait que les appels de son père méritent qu'on soit vraiment là. Je lui avais dit que j'avais quelque chose d'important à lui annoncer. Il avait dit qu'il écoutait. Et je lui avais dit que la maison était à lui désormais, qu'elle l'avait toujours été dans mon intention depuis plusieurs années, que je voulais juste qu'il le sache. Il y avait eu un long silence, puis sa voix était revenue, plus basse que d'habitude, avec quelque chose dedans que je n'arrive pas à décrire autrement que de la gratitude mélangée à quelque chose de plus douloureux. Il avait dit « Papa, tu n'avais pas à faire ça. » J'avais dit « Je sais, c'est pour ça que je l'ai fait. » Julien est venu le lendemain avec ses enfants, mes petits-fils qui courent dans les couloirs et qui font du bruit et qui cassent l'oreille et qui sont la chose la plus vivante et la plus belle qui passe par cette maison depuis longtemps. On avait déjeuné tous ensemble à cette grande table qu'Hélène aimait mettre avec soin les jours de fête. Pas une fête particulière, juste un déjeuner, juste la présence. C'est comme ça que ça se passe maintenant. Julien vient régulièrement. Ses enfants connaissent chaque pièce de cette maison. Ils savent où sont les biscuits que je garde pour eux dans le placard de la cuisine. Ils savent que le fauteuil près de la fenêtre, c'est celui de leur grand-père, et qu'on ne s'y assoit pas sans permission. Ils savent que le dimanche matin, je fais du bœuf bourguignon, et que s'ils sont là, ils peuvent rester manger.
Sophie a contacté Maître Aubert pour contester la donation. Maître Aubert l'a reçue avec la politesse irréprochable qu'il a pour tout le monde, et lui a expliqué que le document était légalement inattaquable. Elle a contacté son propre avocat. Son propre avocat lui a dit la même chose, avec d'autres mots. Elle n'a plus cherché à me contacter directement depuis. Peut-être qu'elle le fera un jour, peut-être pas. Ce n'est pas moi qui peux décider de ça pour elle. Ce que j'ai à lui dire, si ce jour arrive, je l'ai déjà dit dans ma tête plusieurs fois. Je lui dirai que je ne lui en veux pas d'une façon qui me consume. Que la colère, j'en ai eu, bien sûr que j'en ai eu. Mais qu'elle est passée comme les colères passent quand on est vieux, et qu'on sait que la colère coûte de l'énergie qu'on n'a plus envie de gaspiller. Je lui dirai que je comprends peut-être mieux qu'elle le croit, pourquoi elle est devenue quelqu'un pour qui les biens comptent autant. Je lui dirai que je regrette de n'avoir pas vu plus tôt ce que cette façon d'être lui coûtait, à elle, pas à moi, à elle. Mais je lui dirai aussi que ce matin-là dans mon salon, quand elle m'a dit « soit tu dors dehors, soit tu vas en maison de retraite », elle a franchi quelque chose qu'on ne peut pas revenir en arrière une fois qu'on l'a franchi. Pas parce que je suis rancunier, parce que certaines phrases disent quelque chose de vrai sur celui qui les dit, et que ce vrai-là, une fois qu'on le connaît, ne se range plus. Je veux vous dire quelque chose avant de terminer. À vous qui regardez cette vidéo et qui peut-être reconnaissez quelque chose dans ce que j'ai raconté. Peut-être une situation similaire. Peut-être quelqu'un dans votre vie qui regarde vos biens avec des yeux trop précis. Peut-être cette sensation que votre place dans votre propre vie est en train d'être négociée sans vous. Connaissez vos droits, à tout âge, mais surtout aux vôtres si vous avez des cheveux blancs et des mains qui tremblent un peu, parce qu'on croit trop souvent que ces signes-là indiquent quelqu'un qu'on peut décider pour. On ne le peut pas. Tant que votre tête fonctionne, tant que vos décisions sont les vôtres, vous avez tous les droits que vous avez toujours eus sur ce qui vous appartient. Parlez à un notaire, pas pour vous défendre contre votre famille, pas par défiance ou par peur, mais pour que vos intentions soient claires, documentées, légalement solides, pour que ce que vous avez construit revienne à ceux qui le méritent, selon votre propre jugement et non selon celui de quelqu'un d'autre. Pour que personne ne puisse un matin s'asseoir en face de vous et vous dire où vous allez dormir. Et choisissez vos présences, pas les liens du sang, les présences réelles, ceux qui appellent sans raison, ceux qui viennent sans calcul, ceux qui s'assoient à votre table et qui sont contents d'être là, simplement parce que vous êtes là vous aussi. Ces personnes-là, qu'elles s'appellent fils ou amis ou voisins, ou quelqu'un que vous avez rencontré à un atelier de lecture un mercredi après-midi, elles sont votre famille, la vraie, celle qu'on choisit avec le temps et les actes, et non celle qu'on reçoit avec le nom. Je m'appelle Bernard, j'ai 88 ans, je vis dans ma maison, qui est désormais celle de Julien, mais dans laquelle j'habite avec sa bénédiction et son amour, entouré de mes petits-fils qui savent où sont les biscuits et qui respectent mon fauteuil. Je prépare encore 2 tasses de café le matin. L'une est pour moi, l'autre est pour Hélène. Et ce matin, en posant sa tasse à sa place habituelle, je lui ai dit dans le silence de la cuisine que les choses étaient en ordre, que ce qu'on avait construit ensemble était entre de bonnes mains, que la dignité avait tenu. Elle aurait souri, j'en suis sûr. Ce sourire en coin qu'elle avait quand quelque chose se passait comme il fallait. Ce sourire qui disait « je savais », sans en rajouter, sans le dire vraiment, juste ce sourire. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé quelque chose que vous traversez ou que vous craignez de traverser, dites-le moi dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul.
Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ça ce soir, quelqu'un qui doute de sa place dans sa propre vie, partagez cette vidéo. Parfois les mots arrivent exactement au bon moment.